Bien, Papier Nickelé, toujours dans l'Aveyron, dans l'antre de son rédacteur en chef, Yves Frémion. Monsieur Frémion, bonjour. Ouais. Alors, nous allons évoquer votre carrière en tant que, on va dire, BD-phile, fanzineux et, on va dire, membre vraiment important dans la revue qui nous a bien fait marrer, Fluide Glacial. Alors, pour évoquer ça, comment vous vous êtes retrouvé à faire cette revue? Alors, cette revue que je vais montrer, avec on trouve, alors je crois que c'est le seul élément qu'on trouve dans le commerce, qui s'appelle Le Petit Mickey, une reliure où la couverture, le tome 1, et le tome 2 n'a jamais vu le jour, c'est Gottlieb qui effectivement dessine, voilà. Alors, il dessine la couverture de l'album. Oui, il avait fait voilà. La couverture du spécial Gottlieb est mort. C'était 30 ans avant sa mort. Avant sa mort, oui. Alors, comment se fait cette rencontre avec Gottlieb, cette envie de faire un fanzine un peu iconoclaste sur le monde de la bande dessinée? Ben, quand j'ai fait les premiers numéros, je les ai envoyés à tous les gens dont j'avais l'adresse, et je l'ai envoyé à Gottlieb, à Bretéché, à Choron, à Cavana, etc. Et j'étais très surpris des réactions, puisque on a reçu de Claire Bretéché. Alors j'explique une chose, comme je voulais pas apparaître personnellement, j'avais juste mis une adresse de contact au nom de ma compagne de l'époque, qui s'appelait Christine Poutou, ça s'appelle d'ailleurs toujours Christine Poutou, mais déjà son patronyme était quand même un peu engageant, un peu sexy, et c'était la première fois qu'il y avait un nom féminin sur un fanzine. Parce que fanzine, c'était des trucs de mecs. Ça, c'est clair. À cette époque. Heureusement, ça a changé, mais à l'époque, c'était comme ça. Et donc, tout le monde a commencé à frétiller. Et donc, Claire Bretéché, qui était à l'époque pratiquement la seule dessinatrice un peu connue, a envoyé une lettre de 2 pages pour nous encourager avec une médaille pieuse de la Vierge Marie. Que j'ai toujours quelque part, je sais plus où, mais je l'ai quelque part ici. Et Gottlieb lui aussi a envoyé un truc d'encouragement, etc. Donc j'ai pris contact avec Gottlieb qui m'a dit ouais, je me suis vachement marré, tout ça. Et on est entré en contact comme ça. Ils venaient à l'époque tous les deux avec Mandrika de sortir les premiers numéros de l'Écho des Savanes. Et évidemment, j'ai demandé à Gottlieb. J'ai dit, écoute, j'ai une idée super, je vais faire un numéro spécial sur toi, mais sur ta mort. Parce qu'autant la faire maintenant, pendant que ça te fera marrer quand même tout de suite. Il a hurlé de rire, il m'a dit, je te fais la couverture. Et c'est là qu'au stylo à billes, il a fait cette couverture sur le stencil de l'époque, quoi, voilà. Et d'ailleurs, pour l'album, il l'a refaite à l'encre, à l'identique. Mais vous pouvez comparer, il y a des petites différences. D'ailleurs, un de ces jours, il faudra que je fasse un article sur Papier Nickelé pour montrer les deux versions. Et puis après, il nous a fait une autre couverture pour le spécial occitan. Ah oui. Pichou Mickey, Canon la Petocha del Maus. Ah oui, effectivement, voilà. On voit l'énorme... Et puis, Claire Bretéché, Mandrika sont venus, Patrice Lecomte, enfin tous les gens qui étaient proches de l'Écho des Savanes. Et l'Écho des Savanes a édité 2 numéros du Petit Mickey. Et puis après, il y a eu le split entre eux qui ont fait que Gottlieb a créé Fluide Glacial. Et voilà. Et quand il a sorti le numéro 3, il m'a appelé pour que je collabore à son journal. Alors, avant de passer à cette aventure-là, qu'est-ce que le Petit Mickey, en tant que... vous étiez quasiment le seul rédacteur, c'était quoi votre point de vue dans le Petit Mickey? C'était la revue de la BD, de la SF et de la VP. Ouais, VP Veuve Poignée. Ah oui, oh là, effectivement. Avec, oui, donc, oui, on voit bien le genre. Et du coup, alors, c'était vraiment... pas se prendre au sérieux et puis c'était surtout déconner avec tout. Alors c'était aussi bien sur des trucs politiques que sur le petit monde de la BD, de la SF, avec des trucs très ésotériques, enfin des trucs qui ne pouvaient être compris des fois que par 5 personnes. Oui. Ouais, c'est plein de trucs comme ça.
Et toutes les rubriques étaient signées d'un pseudonyme à calembour. Alors, ce qui est étonnant, c'est que des gens comme Moebius, peut-être, vont travailler avec vous. Alors, on va peut-être montrer le numéro où Moebius fait Alors, il a fait... numéro 7, je crois. Il a fait une couverture... c'est le numéro 7? Non. Ah oui, si. Oui, il me semble que c'est le numéro 7, où on a effectivement la couverture de Moebius et puis des choses assez étonnantes quand même. Moebius était un grand décodeur, en fait, aussi. Il a fait beaucoup de dessins pour le petit Mickey parce qu'il adorait la rue. D'accord, ouais. Et un jour, il m'avait dit, passe chez moi, je vais te faire des Mickey. Ouais. Alors je suis passé chez lui à Fontenay-aux-Roses ou Fontenay-sous-Bois, je ne me rappelle jamais, et il était en train de faire les dessins pour toute la communication du film de Marco Ferreri. Touche pas la femme blanche. Touche pas la femme blanche. Ouais. Et à peine il avait commencé à dessiner que le téléphone a sonné de la production et il leur a parlé pendant 1 heure. Et pendant 1 heure, sa main, qui ne regardait absolument rien, traçait des Mickey. Ah ouais. Et ils les ai tous passés. Ce jour-là, il m'a bluffé. Je pense qu'il m'a fait un numéro. Oui. Voilà, pour montrer qu'il savait faire. C'est un peu comme Cabu quand il dessinait dans sa poche. Et ça, c'est vraiment les dessinateurs imbattables, quoi. Imbattables. Alors, combien de numéros pour cette revue? 15 numéros. Sur 12 ans. Oui, donc c'est cohérent. Hein, non, au début, c'était un... Alors, ça s'appelait... c'était un irrégulomadaire paraissant toutes les semaines bisextiles. Ah oui, ça fait pas beaucoup, effectivement. Alors pourquoi ça s'arrête l'aventure à un moment donné? Ça s'est arrêté plusieurs fois. Oui. De temps en temps, j'avais envie d'en faire un. À la fin, j'avais envie d'en faire un de temps en temps. Voilà. Alors voilà, j'en faisais un et puis il n'y en avait pas de suivant, quoi. Vous avez nous montré quelques couvertures, la couverture du dernier notamment. Voilà, ça c'est Caro. Caro. Alors l'original est grand comme un timbre-poste. D'accord. Et là, on a un personnage. Et là, j'en ai fait la couverture. Et donc, par exemple, spécial, le titre, c'est la fin de la bande dessinée. Donc, non, c'est Qui a tué la BD. Qui a tué la BD, oui, autour, c'est quand même très sombre. On a trouvé le criminel ou pas? Vous avez une idée du criminel à l'époque? Parce que la BD, le criminel, je ne m'en rappelle plus. Parce que je commence à me faire vieux et je sais pas. Mais du coup, la BD, c'était pas prophétique parce que la BD se porte plutôt bien. Hein, finalement. Ouais, mais des fois, il y a des résurrections. Il y a des résurrections. Il suffit d'y croire. Et voilà. Alors justement, à partir de ce petit Mickey, vous évoquiez la collaboration avec Gottlieb sur cette revue Iconoclaste qu'on va montrer aux gens, parce que c'est une revue, je crois que c'est la seule avec Spirou qui existe encore. Donc là, je vous montre le numéro 1, donc Fluide Glacial. Peut-être pour dire, pour les malheureux qui ne connaîtraient pas Fluide Glacial, donc là on a des Forest, Alexis, Gottlieb, Lacroix, Solé. Qu'est-ce que c'est que cette revue Fluide Glacial dans le monde des revues BD? Comment on peut ça c'est le premier numéro où j'ai collaboré. Alors, numéro 4. Numéro 4, ouais. Et j'ai travaillé jusqu'au 400, je sais plus combien, avant qu'on me vire, quoi, voilà. Ouais. Parce qu'un des successeur de Gottlieb de me vire. Et donc, voilà, au début, je faisais des petites conneries, puis j'ai eu l'idée de faire... alors, mon idée, c'était de faire un journal à l'intérieur du journal, un journal gratuit à l'intérieur d'un journal payant. Ouais. Alors, normalement, l'idée, c'était que vous pouviez aller dans un kiosque, demander gratuitement les pages gratuites, et laisser le reste du journal au kiosquier. Alors, le directeur, Jacques Diamant, m'avait dit, on va peut-être pas faire ça. Ce qui est bien dommage. Est-ce que vous auriez pas pompé l'idée au trombone illustré de Spirou? Non, c'est pas gratuit le trombone. Et oui, mais on pouvait le détacher. Et c'était aussi un journal dans le journal. Oui, mais il fallait payer quand même. Oui, mais voilà, mais j'imagine que c'est quelque chose qui a nourri votre imaginaire, le journal de Spirou. Évidemment, j'adorais le trombone. Hein, cela dit, le trombone a été fait bien après. Bien après. D'accord. Bon, ça remet. D'accord. Donc on voit Alors, du coup, dans Fluide Glacial, avant de revenir à votre rubrique, quelle est la ligne éditoriale de Gottlieb dans cette revue, justement? Pourquoi il part de l'écho pour fonder Fluide Glacial? C'est quoi le souci à l'époque? Je ne connais pas bien l'intégralité du fait que Gottlieb a eu envie de partir, mais je pense simplement que Gottlieb et Mandrika n'avaient pas la même vision du journal. Enfin, je veux dire, ils ne voulaient pas aller dans la même direction. Et... Mandrika à l'époque était très sous la coupe de son psychanalyste, qui est un psychanalyste. D'ailleurs, tiens, je me demande si c'est pas là-dessus que j'ai fait l'éditorial de Qui a tué la BD, parce que ce psychanalyste qui s'appelait Mulldorf, qui était proche du Parti communiste, a failli tuer un nombre de créateurs absolument dingue. Parce que qu'est-ce que c'est d'un psychanalyste? C'est quelqu'un qui essaie d'obtenir de ses patients qu'ils découvrent tous les mystères cachés dans leur personnalité.
Si on fait ça, on n'a plus rien à dire comme artiste. Si on le sait, on ne fait plus rien. C'est pour ça que la psychanalyse et les créateurs, pour moi, c'est totalement antinomique. J'ai toujours vomi les psychanalystes pour ça, qu'ils ne s'approchent pas de moi. Je ne veux pas savoir mes mystères, je veux continuer à ce que des exégètes, dans 2 ou 3 siècles, analysant mon œuvre immense, arrivent à dire « Ah oui, mais il était, je sais pas quoi, schizophrène, pédophile... quand même pas. Je sais pas. On ne sait pas encore. Vous ne savez pas. On peut faire le mystère. Toutes les hypothèses qu'on veut sur tout le monde. Ouais. Hein, on peut dire que finalement Descartes n'était pas rationnel, que bon... Alors, sur Gottlieb, parce que vous l'avez bien connu, comment on peut le... Effectivement, on a dit que Gottlieb, c'est celui qui, au niveau de l'humour, il a tout osé. Il a tout fait très vite, comme une forme d'éjaculation. Enfin, je veux dire, il y a des choses très sexuelles chez Gottlieb, très transgressives. Comment vous avez cerné ce personnage et la revue qu'il a voulu faire, est-ce que c'est l'idée de casser un peu tous les tabous qui restaient dans la société ou... Gottlieb, pour moi, c'était un dieu vivant. Je pense quand même c'est la personne qui a eu le plus d'influence réelle sur moi. Il y a des gens que j'admire énormément, ils n'ont pas forcément de l'influence sur mon œuvre. Mais Gottlieb, c'est clair. D'abord parce qu'il m'a ouvert plein de portes, il m'a fait plein de suggestions. Si je suis devenu un grand spécialiste de l'humour, c'est quand même grâce à Gottlieb, parce qu'un jour il m'a dit ça serait bien que tu fasses des articles sur les grands humoristes. Alors je lui ai dit bon, on va en faire une vingtaine, et puis j'en ai fait, je crois que j'en ai fait plus de 400. Donc voilà, moi c'est ma révérence absolue, quoi. Quand je fais des textes humoristiques, j'en fais encore pour plein de supports, pour Zélium notamment. Chaque fois, j'ai un réflexe que j'avais déjà de son vivant, c'est est-ce que ça va faire rire Marcel? Parce que je sais très exactement ce qui le faisait rire, ce qui le faisait pas rire. Et il avait pour moi une qualité extraordinaire, c'est que comme moi, contrairement à ce que disent la plupart des humoristes qui détestent les calembours et les jeux de mots, pour moi c'est la forme suprême. C'est une des formes suprêmes de l'humour, mais tous les calembours ne sont pas bons, la plupart sont très mauvais. Et lui, il aimait bien quand on en faisait des très mauvais exprès, et moi aussi. Et mes pseudonymes à calembour, par exemple, le faisaient hurler de rire, alors vraiment hurler de rire. Et je savais quand j'en trouvais un qu'il allait faire rire Marcel ou pas. Et en général, quand je fais de l'humour et que je me dis, ah, je sais pas si Marcel aurait rigolé là-dessus, finalement c'est peut-être que je me trompe. Tandis que si je sais que ça leur fait hurler de rire, j'en ai rien à foutre que ça fasse pas rire les autres, je sais qu'il faut aller dans cette direction. Voilà. Donc c'est une espèce de mettre à penser quelque part par-delà les années qui passent sans lui, quoi. Alors vous évoquez des choses qui ne le faisaient pas rire. Alors est-ce du coup, ce qui veut dire que pour Gottlieb, dans Fluide Glacial, il y avait des tabous par rapport à des sujets qu'il ne fallait pas traiter ou pas du tout? Non, alors il y avait des choses qui s'étaient données comme contraintes dès le départ. Par exemple, il ne voulait pas qu'on parle d'actualité, de politique, parce que il y avait déjà des journaux qui faisaient ça, il y avait le Canard enchaîné, bon. Alors ils disaient non, on va pas faire ça, nous on va faire de l'humour pur, si vous voulez, c'est-à-dire de l'humour pour faire rire, et qui fera peut-être rire encore dans 50 ans ou pas, on n'en sait rien, puisqu'on ne sait pas quel va être le destin de l'humour. Mais donc ils voulaient juste de la déconnade à fond, mais qui pouvait aller de l'humour noir à l'humour presque tragique. Par exemple, il a quand même publié des trucs comme les œuvres de Carlos Jiménez, Paracuellos. C'est un humour extrêmement grinçant. On rit pas à lire Paracuellos, mais c'est de l'humour. Et donc, oui, il adorait ça. Et en même temps, la grosse rigolade avec des gros gags type mec qui glisse sur la banane, et s'il était drôle, il le prenait, quoi. Voilà. T'es capable de tout, et surtout, moi, ce que j'ai dit des fois, j'ai dû dire ça 10 ou 20 fois, un peu partout, le génie de Gottlieb, c'est d'avoir réuni dans un même journal les 3 grandes tendances de l'humour, c'est-à-dire l'humour juif, puisque lui il était juif, et surtout l'humour juif new-yorkais, puisque c'est à New York que ça s'est concentré, les Woody Allen, les Mel Brooks et tout ça, et l'humour anglais extrêmement distancié, on ne doit surtout pas rire, on doit rire intérieurement, on reste très glacé comme ça, l'humour glacé sophistiqué comme, comme on disait en pilote, et puis l'esprit français, avec justement tous ces jeux sur la langue,
Et c'est vrai que quand je faisais des articles pour Fluide sur l'Oulipo, sur les trucs comme ça, il adorait aussi, quoi. Et il comprenait toutes ces formes d'humour, et lui, il les mélangeait dans son œuvre, ce qui était... personne n'a fait ça avant lui, quoi. C'est ça, son grand génie, ça restera ça. Alors il y a un mystère à Gottlieb, parce que Gottlieb va s'arrêter de dessiner, il va continuer à dessiner les couvertures de Fluide, mais c'est à peu près tout ce qu'il va faire, petit à petit, c'est ça? Oui, parce que, alors, officiellement, il avait... comme ça arrive à beaucoup de dessinateurs, s'il y a des maladies professionnelles, il avait des blocages dans la nuque à force de rester penché, et ça commençait à paralyser certains nerfs de sa main gauche, et il commençait à avoir des difficultés à se servir de la main gauche, et son médecin lui avait dit, si vous continuez, la droite ça va être pareil. Et donc il a pris ce prétexte-là pour arrêter de dessiner, mais en réalité... il y a deux faits très importants. Un qui est d'ordre psychanalytique, parce qu'à un moment, il avait consulté le même psychanalyste que Mandrika. C'est que il a arrêté de dessiner peu après la mort de sa mère. Sa maman juive. Bon. Et la deuxième raison, qui est peut-être plus intellectuelle et plus profonde, c'est que dans chaque numéro, tout le monde se jetait sur les pages de Gottlieb pour voir s'il avait encore fait mieux que la fois d'avant. Et il y a un moment, on arrive au sommet, on sait qu'on peut que redescendre. Ah oui, il avait été très loin. Et il n'a pas voulu redescendre. D'ailleurs, si vous regardez ses derniers travaux, je pense, par exemple, Dernier Guéluron, c'est un cran en dessous. Et je pense qu'il en avait une conscience absolue et qu'il a dit « j'arrête ». Alors, il en avait un peu marre de dessiner aussi. Quand on prend le numéro 27 que je montre là, on est sur un travail collectif où vous apparaissez avec Binet, Cabane, Franquin sur Pierre et le loup. Alors, comment ça naît un truc comme ça? Alors ça, c'est quelqu'un qui n'a fait que ça dans Fluide Glacial, qui était un vague scénariste de l'époque. Je crois qu'il s'appelait Yves Roy, quelque chose comme ça, qui a envoyé cette idée à Fluide en disant, voilà, vous ne voudriez pas faire ça. Et Gottlieb a trouvé ça génial, et donc on l'a fait. C'est, je dis, la seule collaboration de ce scénariste, mais il avait eu une très bonne idée, c'est-à-dire c'est de faire Pierre et le loup autrement qu'avec des instruments de musique, mais avec des personnages de bande dessinée, et que chaque instrument remplacé par un personnage, ce personnage soit dessiné par celui qui en est le créateur. Et là, Gottlieb avait poussé l'idée très loin, puisqu'il avait demandé à Harvey Kurtzman, je ne sais pas s'il n'y a pas Neil Adams, non pas Neil Adams, mais enfin il y a des Américains, il y a des Belges, bon. Et tout le monde a fait ces petits personnages sur une ou deux cases, Mézières, Moebius, Bretéché, bon, tout le monde l'a fait. Et puis à la fin, il a demandé... Alors, et puis, il y avait un narrateur photo. Parce que Fluide, il y avait toujours les romans photos de Bruno Lérandry, qui était quand même, pour moi, le sommet de l'humour en matière de romans photos. D'ailleurs, le roman photo, c'est pas tellement un lieu de l'humour, et c'est dommage, parce qu'on peut vraiment en faire des drôles. Il a été copié dans le monde entier, après. Au Québec, Croc a fait pareil, enfin, plein de journaux ont fait ça. Et donc, il fallait donner la dimension photo. Et donc, il y avait un narrateur. Ce narrateur, c'était moi. Donc, j'étais pris en photo, et j'avais eu cette idée, on avait tourné les photos chez moi. Je vivais à Antony à l'époque, et j'avais sorti de tous les placards tout ce qui pouvait servir de couvre-chef. Alors j'avais une petite fille à l'époque, j'avais pris aussi bien sa coiffure d'Indien, les trucs de ses poupées, j'avais un casque nazi, j'avais un béret bien français, j'avais des chapeaux, un chapeau de cow-boy, et à chaque image, j'avais une coiffure différente. Voilà. Et à la fin, il avait demandé à Michel Duvaux, qui avait fait quelques histoires pour nous, de rajouter des décors à l'ensemble de la BD pour lui donner une unité. Et si je peux raconter une anecdote, à cette époque, je ne dirais pas son nom, il avait une compagne qui était attachée de presse, et quand le travail était terminé, il faisait les décors sur les originaux, il faut savoir, sur les originaux, il n'y avait pas tous les outils modernes. Et il lui confie l'ensemble du travail à ramener à Fluide. Elle prend le métro et elle oublie, elle oublie le carton dans le métro. Aïe. Alors, première réaction, c'est se jeter sous les rails du métro suivant. Là, puis elle a quand même téléphoné tout ça, et au bout de quelques heures, elle a retrouvé l'ensemble des planches. D'accord. Sinon, c'était quand même le renvoi assuré, et puis voilà. Voilà. Alors,
la Gazette à Frémion. Moi, je vais montrer, on va montrer quand même devant la caméra ça, si vous voulez bien tenir ce document que je viens de trouver. C'est-à-dire là, on voit quand même votre bite dans un magazine où effectivement vous montrez que vous êtes une femme. Alors là, ça s'appelle La création du monde. Est-ce que vous n'avez pas honte quand même? Si on voit ma bite, je suis pas une femme. Oui, bah oui, mais je ne comprends plus rien. Non. Alors comment on en arrive à faire ça? C'était la grande époque des premiers transsexuels qui se faisaient opérer, quoi. Voilà. Et donc on avait eu l'idée de vous avez pas de fric pour vous payer l'opération, on va vous expliquer comment, si vous êtes un homme, se transformer en femme, quoi. Voilà. Alors du coup, la Gazette à Frémion, c'est que des histoires de cul ou c'est qu'est-ce que c'est? Alors dites-nous tout. C'est un foutoir absolu. Ouais. On pouvait avoir n'importe quoi dedans. Du moment que c'était drôle. Alors pareil, avec l'idée de donner aux gens de Fluide Glacial, aux dessinateurs, une espèce d'expression libre au niveau du dessin, c'est ça à chaque fois? Alors au départ, ça devait être fait avec les collaborateurs du journal. On disait, vous avez des petits trucs, des petites conneries, des petits strips, des machins, filez-les-moi, ce qu'ils ont fait. Et puis j'ai commencé à en demander à d'autres personnes, d'autres humoristes d'ailleurs, etc. Et puis là, plein de gens ont commencé à m'en envoyer, et ça a servi aussi de bande d'essai pour plein de dessinateurs. On commençait à leur passer quelques dessins dans la Gazette, et puis de fil en aiguille, ils proposaient une histoire en une planche, et puis si elle était bonne, on la passait en 4e de couverture, puisqu'en 4e de couverture, c'était toujours une planche de BD avec un gag. Donc ça permettait de tester des gens avant parfois de les embaucher pour de bon. On voit des gags à chaque fois, Plein de dessinateurs ont publié leurs premiers dessins dans la Gazette. Un jour, il faudrait que j'en fasse la liste. C'était un peu Et beaucoup sont devenus très célèbres. Une espèce d'étape initiatique de passer chez Frémion avant de rentrer dans la... Et notamment, j'ai publié les premiers dessins de celui qui par la suite m'a viré. Carrément, comme quoi. Je trouvais que la Gazette était nulle. Et oui. Et c'est quand même là qu'il avait débuté. Vous avez duré combien de temps avec cette Gazette? 39 ans. 39 ans. Pas avec la Gazette, avec Fluide. Avec Fluide, oui, d'accord. 38 ans et des poussières. J'ai entamé ma 39e année. 39e année. Nous allons évoquer un numéro de Fluide Glacial. Nous avons toute l'équipe. Alors peut-être nous rappeler qui sont ces gens qui sont caricaturés par qui, là, du coup? Alors ça, c'est Maester. Alors Maester, on le voit quelque part. Il est ici, il s'est représenté, vous voyez, avec une bouteille. Voilà. Alors, et c'est Solé qui a fait la couverture, les couleurs de la couverture. Ok, Solé là. Il est là, Solé. Ouais. Et voilà. Alors, autrement, on va partir d'en bas. Ça, c'est Edika. Là, en train de lire une revue porno, c'est Moerel qui nous a quittés, hélas. Ça, c'est Gossens. Non, on le voit pas trop. Ça, c'est Godelette. Godelette, là. Qui est en train de planter Godelette, qui est en train, il est tout vert, là. Il plante. Sur qui, là, c'est Léandrie? Voilà, Godelette. Godelette, et là, il plante. On dirait qu'il en veut à quelqu'un. Oui, on sait pas trop. C'est pas trop. On dirait peut-être Coyote. Ça, c'est moi. Alors, Monsieur Frémion, il est là. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Vous étiez de la politique à l'époque. Oui. Il y a écrit voter Yves Frémion. Voilà, et voilà ce que ça donne, d'accord. Alors là, il y a le tandem Blutch-Larsenet. Blutch-Larsenet, d'accord. Je pense que c'est Blutch. Ouais. Voilà. Là, c'est Léandrie. Léandrie, avec, qui était l'homme des romans photos aussi. Voilà. Oui. Au centre, il y a Gottlieb. Marcel Gottlieb, qui fait la gueule quand même. Bah non, c'est le même. C'est le même, étonnant. C'est ça. Ouais. Là, il y a Binet. Binet des Bidochons. Oui, et Coyote. Et Coyote à côté. Qui n'est plus là non plus, hélas. Little Kevin. Là, il y a Tronchet. Tronchet qui fait la tronche, effectivement. Là, il a la croix de Jésus, il dessine Petit Jésus à cette époque-là. Donc Maester, on a vu. Ça, c'est Jean-Yves Ferry. Jean-Yves Ferry. Qui fait Astérix maintenant. Eh ben oui. Là, c'est Rénal, qui était un géant. Il fait dans les 2 mètres. Donc là, ils le mettent en nain. Et là, ils l'ont mis en nain, voilà. Oui, d'accord. Et là, c'est le rédacteur en chef, Jean-Christophe Delpierre. Ah oui, qui est à nouveau rédacteur en chef maintenant. Et ça, c'est Hugo. D'accord. Et là, en haut, dans le cadre, on voit au milieu de toutes ces poupées, Charles-Henri Flammarion, qui vient de nous quitter. Il est mort il y a 15 jours, 15 jours, un mois. Et Charles-Henri, c'était un monsieur extrêmement digne, bien, comment dire, toujours élégant. C'était l'antithèse de l'image d'un dessinateur de Fluide, et on se plaisait à le mettre dans toutes les positions les plus scabreuses. C'est pour ça que là, il est entouré de gonzesses à Gournichon. Enfin, j'en sais rien, je connaissais pas sa vie privée. Il se montrait pas comme tel. Mais cet homme qui était pas du tout fait pour ça, se prêtait toujours à tout. Il fallait, il jouait dans les romans photos. Voilà. Et il avait été, il était aussi élégant dans son esprit, si je peux dire, que dans ses costumes. Voilà. Voilà. Ben merci.